Salut, ici JC Desjardins et bienvenue à ma première entrevue sur ma chaîne YouTube. Sans tarder, je vais présenter mon premier invité à vie, Wen Roland. Wen? Salut. Salut? Ça va bien? Ben oui, ça va toi? Ça va super. Puis le Québec, l'hiver, la neige, qu'est-ce qui se passe? Ça dépend où on est, c'est grand le Québec, mais par chez nous, il n'y a pas encore de neige et il commence à faire pas mal fret. Ouais. Puis toi, au Mexique, Je t'avoue que le Mexique me traite quand même assez bien. Il fait environ 20 degrés, je dirais, depuis une couple de mois. C'est le début de l'hiver, en fait, ici. Puis l'hiver est assez clément. On a quand même 4 saisons, mais disons que se lever avec un petit 20 degrés, faire un yoga tranquille, c'est très agréable. Je pense pas que je pourrais me permettre ça au Québec, présentement, du moins à l'extérieur. Puis parlant d'hiver, en novembre, là, l'hiver commence à se préparer. Ben, au Québec, il y a déjà pas mal de neige. Dans le nord de la France, tout ça, l'hiver se prépare. Puis il y a beaucoup de gens, l'hiver, qui aimeraient jardiner, mais qui peuvent pas. Qu'est-ce que les gens peuvent faire durant l'hiver pour se préparer pour la prochaine saison? Mais avant d'entrer dans ce sujet-là, j'aimerais que tu te présentes, Wen. certainement, je suis formateur et designer écologique, puis j'aide les gens, les entreprises, les villes, les groupes à mettre en place leurs projets écologiques, peu importe le type de projet. C'est sûr que la permaculture s'intéresse comme modèle à la nature, donc on fait souvent le lien entre permaculture et agriculture, et c'est un peu naturel, c'est comme ça vient de soi. Mais moi, mon objectif, c'est justement d'appliquer, d'utiliser, de mettre en pratique la permaculture le plus largement possible pour le plus grand bénéfice de notre société. Présentement, je design beaucoup, je fais la conception, le design de forêts nourricières pour des villes, mais j'aide énormément de gens à travers mes formations. Et ça, c'est un des aspects de mon travail que je trouve vraiment important parce que moi, je peux aider un certain nombre de personnes dans ma vie, mais les gens que je vais former, eux, sont comme des multiplicateurs. Et là, ma prochaine formation, ma formation en permaculture s'en vient le 6 décembre, donc de cette année 2023. Donc, si les gens sont intéressés, allez faire un petit tour sur mon site web designécologique.ca. Et à travers ce type de formation-là, ben, on acquiert des bonnes bases, des fondations, un paquet d'outils super pertinents qui sont utilisables partout dans le monde, dans tous les contextes, mais certainement très intéressants pour les climats froids, que ce soit au Québec, en Europe, en Russie. Tous les climats froids de la planète peuvent énormément bénéficier du processus qui mène à des solutions appropriées et contextuelles. C'est ça, la permaculture. Moi, comment je l'enseigne, c'est vraiment m'assurer que les gens sont capables de vraiment devenir très conscients de l'environnement dans lequel ils sont, du contexte dans lequel ils existent, et puis de trouver des solutions appropriées. Parce qu'en permaculture, on ne fait pas de copier-coller, hein. On travaille de notre super organe super important qui est notre cerveau. On est des singes intelligents. Il faut se le prouver une fois de temps en temps. Je pense que la permaculture, c'est le résultat de beaucoup de réflexions de beaucoup de monde avant les fondateurs Bill et David. Donc, on prend tout ça, puis nous, on continue la réflexion. C'est ça qui est cool. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi qu'il faut vraiment créer d'autres formateurs. Puis ça va être important dans le futur qu'en permaculture, il y a de plus en plus de gens qui puissent enseigner à d'autres. D'ailleurs, Geoff Lawton, qui était un des premiers étudiants de Bill puis Dave, lui, ça c'était une de ses choses les plus importantes. Il disait toujours, je dois créer le plus de professeurs possible, je dois en créer parce que pour lui, c'était quelque chose qui allait être extrêmement important dans les prochaines décennies, disons. La permaculture, je trouve que ça n'a comme pas de billet. Tu t'en vas en quelque part, tu regardes, tu observes, puis ensuite, tu appliques exactement ce que le problème a de besoin. Tu appliques la solution que le problème a de besoin. C'est ce que j'aime beaucoup avec la permaculture. Puis j'aimerais savoir, dans ton cours que tu vas donner, c'est quoi à peu près le Mhm. pourcentage du cours qui est pour créer un esprit plus critique pour Mhm. tes étudiants, je dirais. Honnêtement, c'est la partie la plus importante du cours. Parce que, tu sais, pour ce qui est de la documentation, ça existe. Il y a plein de gens qui font des vidéos, il y a des livres, je veux dire, tout plein sur tout plein de sujets. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là. Puis je vais pas, je vais pas m'empêcher de vous dire que c'est ça qui est critique pour l'avenir de l'humanité. Justement, quand on parle
de, du futur de nos communautés, de nos cultures. Dans le fond, le but de la permaculture, c'est de créer des cultures de la permanence. Hein? L'idée, c'est de créer des cultures qui ont une très, très, très longue capacité à survivre. Et puis, dans le fond, une des définitions de la permaculture que j'aime beaucoup, c'est la conception ou le design de cultures qui permettent la persistance, qui permettent de persister aux humains. Et quand on regarde un peu nos structures dans lesquelles on est présentement, on voit que tout craque de partout. Hein? Il n'y a pas grand monde qui doute maintenant qu'il y a des affaires qui vont pas bien. Il y en a qui voient ça dans le gouvernement, il y en a qui voient ça dans les corporations, il y en a qui voient des conspirations, il y en a qui voient l'environnement qui est en train de s'effondrer. Ben, peut-être que tout le monde a un petit peu raison, à quelque part. Un petit peu de tout ça. Mhm. Et la meilleure solution, en fait, c'est de ne plus être passif, d'être actif, d'être un élément qui a un impact. Autant que ça peut être local que plus global. Comme je dis, mon objectif, ça a toujours été d'avoir le plus gros impact. Puis je m'aperçois qu'à travers la formation, c'est vraiment là qu'on peut atteindre ces objectifs-là. Et puis, tantôt, tu mentionnais que la permaculture n'a pas de biais. La permaculture, il y a amplement de critiques à faire sur la permaculture, puis ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, c'est pas une religion pour moi. C'est un coffre à outils. C'est une des multiples façons de réfléchir aux problèmes et d'arriver à des solutions. Et de tous les coffres à outils que j'ai trouvés, de toutes les manières de réfléchir que j'ai explorées, puis je ne les ai certainement pas toutes vues, puis je continue à en trouver, c'est celle qui a le plus de sens pour moi. C'est celle qui touche le plus globalement les besoins qu'on a en tant que culture humaine, en tant que société humaine, peu importe là où est-ce qu'on se trouve sur la planète, et de trouver des solutions. Parce que moi, c'est une des meilleures définitions de la permaculture, c'est une méthode pour résoudre des problèmes. Oui. C'est même que je vois ça. Quelqu'un arrive ils ont besoin de mon aide pour designer leur terrain, parce qu'en plus, je suis formateur, mais je suis aussi designer écologique. J'aide les gens à réfléchir leur terrain. Ben, ils ont un problème, ils ont une problématique en tête. Ils ont envie d'être plus autonomes en alimentation, ils ont envie de créer des nouveaux revenus, ils ont envie d'être plus écologiques. Ils voient des problématiques. Puis notre travail ensemble, c'est justement de travailler cette matière-là, cette réalité-là dans laquelle ils sont et de passer de l'état A, qui est l'état présent, à un état qui va être différent, qui va représenter mieux ce qu'ils cherchent à avoir dans leur vie et à créer dans leur univers dans lequel ils sont. Donc, aussi simple qu'un terrain, ça peut être en banlieue, ça peut être une ferme, ça peut être une entreprise, ça peut être urbain. C'est ça que j'aime de la permaculture. C'est surtout que c'est adaptable, c'est flexible, c'est ouvert à tout. Autant quelqu'un qui démarre une entreprise que quelqu'un qui veut démarrer une ferme. Est-ce que la permaculture va donner tout ce qu'il faut pour démarrer une ferme? Ben, on va piger là où on a besoin. On a besoin d'agronomes. On a besoin de gens qui sont spécialisés là-dedans. Tu sais, on a là, vraiment spécialisés dans les sols. Ils connaissent tous ces sols. Est-ce que c'est la bonne personne pour vous dire où positionner votre maison? Non. Mais ils connaissent tout sur les sols. Donc, eux, on fait appel à eux. Puis nous, en tant que permaculteurs, souvent, ce qu'on se retrouve à être, c'est un genre de hub, un genre de pivot qui va, c'est ça, qui va chercher, qui va ramener les connexions, puis les liens, puis les gens, puis les éléments, puis mettre ça ensemble pour faire un tout cohérent. Ah oui, effectivement, je suis tellement d'accord avec toi. Il y a à peu près 15 ans, quand j'ai commencé à apprendre sa permaculture, j'écoutais tellement de vidéos sur YouTube, puis j'étais tombé sur Geoff Lawton, mon préféré de toutes. Puis exactement, quand j'étais tombé là-dessus, un peu comme tu disais, c'était une des premières choses de ma vie que je voyais qui réunissait tous les éléments comme en une seule science d'observation. Puis je trouvais ça assez génial. Dans ma tête, j'étais comme, où étais-tu toute ma vie permaculture? C'est comme la science la science de toutes les sciences, c'est comme les mathématiques en science. C'est comme le marteau de ton coffre à outils de la nature. C'est une science d'observation qui te permet de vraiment développer ton esprit critique, puis de voir des problèmes, puis d'en appliquer des solutions. Fait que pour moi, le 15 ans, c'était une extraordinaire révélation, puis j'ai intégré ça dans ma vie d'une manière assez importante, disons.
Puis, tu sais, c'est pas parti de nulle part non plus. C'est venu beaucoup des anciennes cultures, comme mettons ce que les Mayas ils faisaient à Tenochtitlan, toutes les Chiampas, tout ça. Il y a plein d'autres civilisations. Les savanes, la Mhm. manière qu'ils brûlaient ça, puis... Les sciences Mhm. autochtones, c'est hyper important dans le contexte de la permaculture. Puis on est encore en train d'apprendre là. On regarde des écosystèmes qui, on se dit, ben, on les a protégés. Non, vous les avez pas protégés. Vous avez empêché que ça brûle normalement, puis vous avez détruit l'écosystème qui était supposé d'être là habituellement, c'est différent. Tu sais, c'est pas la même chose. Nous, les humains, on a une notion pour aider la nature, il ne faudrait pas y toucher. Mais l'humain fait partie du design. On est un élément de la planète. Les peuples autochtones sont un élément dans leur environnement et brûlaient, puis chassaient, puis géraient les populations, puis domestiquaient certains animaux, puis il y en avait d'autres. Bon, tous ces aspects-là, c'est extrêmement important à notre conception du monde, qui est présentement biaisée vers l'idée que pour sauver la planète, il ne faut pas y toucher. En fait, comme on le voit avec d'autres personnes qui ont vraiment exploré, approfondi ça, comme Alan Savory, qui lui a travaillé beaucoup sur la gestion holistique, il démontre que pour régénérer les savanes en Afrique, ben, si on a du bétail puis bien géré, on peut améliorer de beaucoup la régénération versus le laisser de ne pas toucher. Parce que les animaux ont un rôle à jouer. Puis ces animaux-là que nous, on a domestiqués, autrefois, ben, il y en avait des troupeaux de ces animaux-là qui se promenaient de façon sauvage. Ils étaient chassés, ils faisaient leur poupou, ils faisaient leur empreinte dans le sol où est-ce que l'eau allait s'accumuler, puis les plantes allaient germer, etc. Il y a tous ces aspects-là. Donc, notre étude, dans le fond, le fait que moi, ce que je fais, c'est du design écologique et j'utilise la permaculture pour générer ce design-là. Ça, c'est ma perception et j'aime beaucoup l'idée de Larry Santoyo nous donne l'idée qu'on utilise la permaculture pour faire ce qu'on veut faire. On ne fait pas de la permaculture. C'est pas quelque chose qu'on peut faire comme on fait pas on n'architecte pas une maison. On est un architecte, on crée le plan de la maison, puis à un moment donné, ben, la maison est construite. Puis bon, il y a d'autres gens qui viennent contribuer à tout ça. En permaculture, on crée des plans, on crée des concepts, on regarde comment les éléments fonctionnent, puis on travaille avec un paquet d'autres personnes qui viennent nous soutenir. Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de faire des designs complets en disant à la personne, tiens, voilà ton plan, tout va bien aller maintenant, vas-y, va! Installe ça sur ton terrain. Non. Non, c'est fini ce temps-là. Aujourd'hui, on comprend que pour faire des bons designs, il faut qu'on soit une partie du design. Moi, je suis co-designer avec les gens. Je vais les aider, les supporter, les accompagner, leur suggérer des idées, leur faire éviter des grosses erreurs. Ce genre de choses-là, c'est vraiment le meilleur rôle que moi, j'ai trouvé dans mon travail de designer pour accompagner les gens puis avoir le meilleur impact dans leur contexte parce que c'est eux qui vont avoir à vivre avec. Je veux dire, combien de fois qu'on voit des gens qui font des projets, puis après ça, ils se détachent, puis ils vont faire un autre petit projet, puis qu'est-ce qui se passe après? Ben, il y a souvent des échecs quand on fait ça. Il y a souvent des échecs parce que les gens, ben, euh, c'est ça, il y a pas de suivi, il n'y a pas de support, puis on n'a pas nécessairement toutes les mêmes connaissances, les mêmes notions. Puis ma vision, c'est pas la vision de mes clients. Donc, il faut vraiment travailler ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où est-ce que, c'est quand je fais une forêt nourricière, je fais mon possible pour que ça reflète bien les besoins de mes clients. Après ça, ben, la gestion et tout ça, c'est une question de budget, c'est une question de temps, c'est une question de politique aussi. Quand je travaille avec les villes, il peut y avoir des challenges à ce moment-là où est-ce que la politique vient comme s'insérer dans tout ça, les budgets. Bon, cette année, c'était super dur pour les villes d'aller trouver des employés, certaines villes. Ah non, je sais. Donc, ils se sont retrouvés à manquer littéralement de gens pour s'occuper de leurs aménagements, de leurs projets. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes dans énormément de secteurs, puis dans les business, puis tout ça. Mais pour ce qui est des designers de permaculture, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est un petit peu comme un contremaître en construction. C'est comme quelqu'un qui va chapeauter un projet, qui va être l'espèce de corps arrière au football, là, tout ça. Moi, un peu comme un médecin généraliste. C'est un médecin généraliste, tu t'en vas à l'hôpital, tu as mal à la jambe, tu dis, ah, hey, mal à la patte un peu. Il dit, OK, il regarde ça, mais des fois, si c'est pas exactement, il doit consulter ses livres, puis il regarde, il consulte. Donc, je vois ça un petit peu comme ça, des designers de permaculture. Si on s'en va, disons, dans un projet d'agriculture, puis qu'on sait qu'on regarde que le problème que la personne a, c'est que son sol est trop alcalin.
Là, on va engager, disons, un agronome qui, lui, est un spécialiste, qui va savoir exactement le nombre de ppm, puis exactement quoi donner au sol Mhm. pour régler le problème. Donc, je nous vois vraiment comme des contremaîtres ou des médecins généralistes de la nature, disons. On tire les grandes lignes, en fait, les choses les plus importantes, puis après ça, c'est des détails, mais il ne faut pas manquer les choses les plus importantes. Puis, comme dans ton cours, comme tu disais tantôt, les étudiants qui rentrent là, je veux dire, une fois que le cours est fini, euh, ils peuvent pas t'appeler. Ils ont des tomates à planter, ils ont quelque chose à planter. Ils sont pas comme Hey, ouais, excuse, j'ai des tomates, là, j'ai un problème. Tu es occupé, tu as d'autres choses à faire. Fait que, en sortant de leur cours, eux autres doivent développer leur esprit critique. Ils doivent avoir leur esprit critique pour être capables d'observer c'est quoi les problèmes puis d'arriver avec leur propre solution avec ce qu'ils ont appris. Fait en tant qu'humain, nous, je trouve on a un rôle de gardien à jouer sur la planète. Je veux dire, les animaux, les insectes, tout ça, on pense qu'ils sont pas conscients, sont conscients, mais c'est une conscience qui est quand même assez minimale. Nous autres, on est conscient qu'on va mourir. On est conscient du bien et du dégât qu'on peut faire sur la planète. Donc, je trouve avec cette conscience-là, on devrait être les gardiens de la planète. On devrait prendre soin des écosystèmes, des animaux, des insectes. Mais des fois, pour rétablir cette balance-là, il faut Mhm. tuer des fourmis. Des fois, il faut tuer l'arbre. C'est des choses qui sont quand même tragiques et tristes, mais c'est des choses des fois qu'il faut faire en tant que contremaître de la nature, disons. Fait que la nature, oui, c'est beau qu'on la laisse aller tout seul, mais quand on l'encadre dans un design plus spécifique, on peut en fait accélérer les choses puis bonifier la nature. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Tu sais, planter un arbre, c'est la partie facile. Planter des plantes, un potager, il y en a tellement de livres, il y a plein de formations sur le potager, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, ce que je dis aux gens, c'est qu'est-ce qu'ils viennent chercher avec moi, puis avec d'autres formateurs tout aussi compétents, c'est une manière de penser, une manière de réfléchir, un filtre à travers lequel passer leurs problématiques de vie tous les jours. Tous les jours, il y a des problèmes. Tous les jours, on est devant des situations qui nous font nous questionner. Toi, tu es au Mexique, ben, un potager au Mexique, c'est pas la même chose qu'au Québec. Tu sais, c'est deux climats différents, deux environnements différents. C'est quoi l'environnement typique du Mexique versus l'environnement typique du Québec? C'est des écologies. Puis moi, j'aime bien l'idée aussi d'une autre définition de la permaculture, que c'est de l'écologie appliquée. Tu sais, pour comprendre ce qu'on doit faire, on doit comprendre ce qui est devant nous, on doit comprendre l'environnement dans lequel on est. Donc, le but, c'est pas de devenir tous des écologistes, mais on doit comprendre les fondations. C'est quoi qui fait un écosystème? Est-ce que c'est juste des éléments mis ensemble? Non, c'est les liens entre ces éléments-là. Mes arbres, mes animaux. Les animaux, c'est la partie mobile de la forêt, mais ils font partie de la forêt aussi. Dans notre climat à nous, qu'est-ce qui est typique? C'est des forêts. Donc, quand on pense ça, on se dit, OK, ben, qu'est-ce qui pousse bien dans ma région? Comment ça pousse? C'est quoi les cycles? La pluie, le soleil, le type de sol, etc. Ça, c'est le contexte. C'est notre base de compréhension de qu'est-ce qui est possible. Parce qu'il y a des gens qui s'entêtent à faire pousser ce qui ne devrait pas pousser à quelque part. Et ça mène à soit un échec, soit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et d'énergie mis dans quelque chose qui n'est pas tout à fait satisfaisant. Donc, comment atteindre un, un objectif général, parce que ça aussi, c'est très important. On doit avoir des objectifs généraux qui nous mènent à des solutions spécifiques, plutôt que d'avoir des besoins spécifiques qui vont nous faire chercher une solution qui est peut-être pas bonne. Donc, mon but, est-ce que c'est d'avoir une gazebo rouge ou c'est d'avoir une structure sur laquelle je vais faire pousser des vignes? Pourquoi je veux la gazebo rouge? Est-ce que c'est pour faire des réunions avec 10, 20 personnes ou c'est pour aller fumer mon petit spliff quand je veux relaxer à la fin de la journée dans un environnement qui va m'inspirer? Ça, c'est les vrais besoins. C'est les besoins généraux. Et ça nous mène à des solutions parce que peut-être que pour les vignes, ben, c'est mieux d'avoir une autre structure à côté qui, elle, va être mieux adaptée à ça, va permettre plus facilement la récolte, etc. Puis pour relaxer en fin de journée, pour lire un bon livre pendant le week-end, inviter mes amis, ben, j'ai un autre genre de petite structure. Si c'est pour faire des formations, ben là, c'est peut-être pas assez gros. Peut-être que je devrais me faire un petit auditorium naturel, prendre des roches puis les mettre pour que les gens puissent s'asseoir, mettre un petit tableau si je veux faire des formations. Tout ça, c'est le processus de design nous mène aux meilleures solutions et aux solutions qui sont les plus appropriées, aux technologies appropriées. Ça, c'est un autre domaine super intéressant. Appropriate technologies, des technologies appropriées. C'est vraiment ce domaine qui nous fait nous poser la question,
quelle est la meilleure solution pour mon problème technologique. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, tout est technologique. Je trouve que la nature, c'est une technologie. Puis en fait, je pourrais même dire que c'est la plus belle des technologies. C'est la seule chose que nous, on connaît en tant qu'humains. Euh, ça a fait des millions d'années sans aide, sans rien, puis de par elle-même, elle s'adapte, elle progresse, puis elle balance les choses. Il y a rien que nous, les humains, en tant que technologie qu'on a fait, qui arrive même à la cheville de ça. Bon, peut-être l'AI dans une couple d'années, on verra, mais... Puis pour ce qui est des forêts nourricières, si, mettons, on prend une forêt normale, ça prend environ 70, 80 ans, mettons, à pousser jusqu'à pleine maturité. Mais avec mettons, un design de permaculture, quand on commence à aider un petit peu à bâtir des forêts comme une forêt nourricière, dans une place comme au Québec, en 15-20 ans, tu peux avoir quelque chose de vraiment, vraiment pas pire, là, avec des arbres qui sont très matures. Puis quand tu parles d'une place comme le Mexique ou le nord de la France, ou même juste la Mhm. France ou l'Europe en général, là, on réduit le temps encore, parce que ça va encore plus vite. Donc, tu sais, peut-être un 7, 8, 10 ans, puis tu as quelque chose qui est extrêmement mature, puis extrêmement productif. Fait que parlant d'hiver comme ça, toi, Wen, est-ce que tu aurais des choses à suggérer aux gens qui nous écoutent présentement de Mhm. qu'est-ce qu'ils pourraient faire cet hiver? Comment ils pourraient préparer leur jardin, Ben, leur prochaine saison, tout moi, ça? je vois vraiment nos saisons comme ayant chacun leur raison d'être. C'est sûr qu'au Québec, ben, l'hiver est pas mal plus long qu'à certains endroits sur la planète, en Europe. Euh, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas beaucoup de neige. Ma femme est française, puis dans son coin de pays, en Bretagne, ben, il n'y a pas vraiment de neige, mais il fait fret, puis il pleut tout le temps. Donc, c'est pas nécessairement très agréable non plus pour l'agriculture, mais ça reste que chaque région est unique. Puis je pense que la première chose qu'on devrait faire dans tous les cas, c'est de connaître notre environnement, de vraiment prendre connaissance du contexte dans lequel on est. Puis c'est un beau moment, l'hiver, où est-ce qu'il y a peut-être moins d'activités, mais on peut se rencontrer avec des partenaires ou des amis, puis discuter de ce genre de choses-là. C'est quoi le contexte? Le contexte naturel, évidemment, le climat, les cycles, trouver de la belle documentation et tout ça, mais aussi le climat social. Si vous avez des idées de projets, d'entreprise, ben, selon où on est dans le monde, puis selon les régions, même dans différents pays, l'acceptabilité sociale peut être très limitée. J'avais des amis français qui sont repartis en France du Québec, super inspirés par des choses qu'ils avaient vues ici. Ils sont arrivés dans le petit village où ils allaient, puis ils se sont fait littéralement dire non, vous pouvez pas faire votre projet d'agrotourisme, Wow. ça sera jamais permis. Les gens étaient vraiment contre le projet. Puis j'ai vu ça ici au Québec, là, c'est pas unique à la France, mais c'est le genre de situation où est-ce que le contexte est vraiment important. Et puis, même si on a des super bonnes idées, si c'est pas bien adapté au contexte, autant naturel que social, ben, ça peut être un gros échec. Donc, ce serait une première chose, vraiment comprendre notre contexte, voir comment ça peut nous permettre de réaliser nos projets, réaliser nos objectifs. Et puis, évidemment, c'est le meilleur moment pour apprendre. Hein, les formations, moi, je donne mon CDP 2 fois par année, une fois pour l'hiver, une fois pendant l'été, selon les personnes. Mais l'hiver, c'est vraiment un très bon moment pour aller chercher des connaissances. C'est vraiment un bon moment aussi pour acquérir des connaissances sur des plantes qui nous intéressent, puis faire la sélection. C'est pas au printemps, là, quand on visite une pépinière, qu'on est supposé de choisir nos végétaux. On devrait déjà avoir une bonne idée de ce qu'on veut, basé sur notre contexte, puis les maladies potentielles, le type d'aménagement qu'on cherche à faire. Si on a une forêt nourricière en tête, ben, beaucoup des pépinières commencent à vendre pendant l'hiver. C'est là qu'il faut réserver nos végétaux si on veut avoir les meilleurs végétaux. Donc, l'hiver, c'est vraiment pour moi un temps de réflexion, d'observation. On regarde aussi, on fait l'observation de notre saison passée. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'été précédent, pendant les cultures qu'on a fait, autant au niveau de notre entreprise, si c'est ce qu'on a, ou au niveau de notre site personnel. C'est vraiment un beau moment de réflexion. Puis, je veux dire, on fait l'amour? C'est ça? C'est ça qu'on fait l'hiver. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Au Québec, c'est effectivement une des seules choses à faire en hiver pour se réchauffer un petit peu. D'ailleurs, c'est quelque chose que je voulais te demander. Dans la dernière décennie,
je trouve que la permaculture a pris un certain envol un peu partout dans le monde. C'est de plus en plus populaire, puis les gens en parlent de plus en plus. Il y a de plus en plus de chaînes YouTube par rapport à ça. Mais moi, par rapport à la puissance que ça a, la permaculture, je trouve que c'est pas encore assez populaire à mon goût. Puis je voulais avoir ton opinion là-dessus. Euh, Qu'est-ce que tu penses que ça va être le rôle de la permaculture dans la prochaine décennie, dans les 2 prochaines décennies? Puis est-ce que tu trouves que présentement, ça décolle pas plus que ça devrait? Moi, si je me base sur le nombre de vidéos YouTube et de canaux, je dirais qu'elle est très populaire, la permaculture. La progression est très bonne. Si des fois je me base sur la qualité de certaines vidéos au niveau de l'information et tout ça, je dirais que faudrait pas que ça aille tellement plus vite que ça, parce que des fois, c'est pas tout à fait au niveau, en tout cas, que moi j'espérais que les informations soient communiquées. Puis souvent, bon, la permaculture, comme je disais tantôt, est souvent liée à l'agriculture, ce qui est tout à fait correct. Nos cousins français ont mis beaucoup l'emphase là-dessus dans les premières années de l'exploration qui a été faite. Et là, de plus en plus, on voit là, les vidéos, justement, les gens communiquent de plus en plus l'idée que la permaculture, c'est du design écologique, c'est de la réflexion, c'est beaucoup plus que du jardinage. Et là, je pense ça, c'est la bonne tendance. Pour moi, là, si on continue vers ça, qu'on continue à supporter cet aspect-là, puis à élargir le champ d'action de la permaculture, je pense qu'on est vraiment gagnant. Je pense, moi, personnellement, je pense pas que faut que ça devienne plus populaire ou ce genre de choses-là. C'est pas ça à quoi je pense. Faut professionnaliser une partie de la permaculture dans le sens où est-ce que moi, le travail que je fais et dans mes formations, je donne pas les certificats comme si c'était des petits pains à un souper à cabane à sucre. Hein? Mon certificat, les gens le méritent. Il faut qu'ils aient fait leur design, il a fallu qu'ils me démontrent que c'est solide. C'est pas aussi objectif, admettons, qu'un examen de mathématiques où est-ce qu'on a vraiment des aspects très spécifiques là, qu'il faut regarder, mais j'ai des critères quand même assez élevés pour remettre ça. C'est pas automatique. C'est pas tout le monde qui fait une de mes formations qui a automatiquement son certificat. Il faut qu'il y ait du travail qui soit mis en place. Wow. Et ça, c'est important pour moi. Ça, c'est un style de professionnalisme. Il y a aussi des certificats qui existent. Il y a différents types de formations qui ont été créées, toutes basées sur ce même curriculum, ce cursus-là de la permaculture. Super. Ça, je pense, c'est le meilleur côté qu'on a, c'est qu'on a beaucoup d'opportunités. Puis il y a des bons cours de jardinage aussi. Il y a énormément de très bons livres qui sont sortis. Donc là, on a une bonne base sur laquelle partir. Et puis, il faut maintenant avoir le plus de projets possibles qui mettent ça en pratique pour qu'on ait des exemples. Je pense que ça va être ça un petit peu notre courbe qui va nous faire aller plus vite et être meilleur. C'est quand on va avoir le plus de projets possibles. Puis moi, beaucoup de mes élèves vont mettre de l'avant leurs projets, travailler très fort pour réaliser ça, pour justement aller chercher ces connaissances-là terrain très concrètes qui sont nécessaires parce que un des côtés de la permaculture, c'est que quand on parle de nous à des agriculteurs, il y en a bien qui nous regardent puis qui disent la permaculture, c'est des affaires de cours arrière, ça, tu sais. C'est des rêveurs, ils savent pas de quoi ils parlent, etc. Et il y a des gens qui prouvent qu'ils ont raison. En focusant sur l'aspect seulement horticole de la permaculture, puis en n'ayant pas nécessairement les connaissances. Moi, je suis horticulteur, je suis formé à l'ITA de Saint-Hyacinthe. J'ai été formé en horticulture pour vraiment, c'est mon domaine. Et donc, j'arrive avec des connaissances techniques autant que, après ça, théoriques au niveau de différents aspects sur lesquels je travaille. Je pense pas que tout le monde devrait avoir une formation en horticulture, mais je pense que chaque personne qui arrive à la permaculture a des objectifs et on devrait travailler à atteindre ces objectifs-là en allant chercher ce qu'il faut de plus. Oui. Beaucoup de mes élèves qui arrivent avec l'idée, moi, je m'intéresse beaucoup aux plantes médicinales. Ben, c'est pas dans mon cours que tu vas tout savoir sur les plantes médicinales. Sauf que dans mon cours, tu vas savoir dans quel contexte les mettre, comment les intégrer, quel rôle ils peuvent jouer, comment on peut les intégrer à une entreprise, comment on peut... Ça fait partie de la formation. Et si tu veux savoir tout sur les plantes médicinales, ben, il y a des excellents cours là-dessus.
Même chose pour la construction de maisons. Si on veut apprendre à faire une maison écologique, il y a des entreprises, des regroupements comme Solutionnera, Écohabitation ici au Québec, Solutionnera aussi en France, qui offrent des super bons services de formation puis du support dans cet aspect-là spécifique. Et c'est parfait. C'est ça aussi. Une des notions que j'aime beaucoup, c'est que Jeff Lawton qui disait ça à ses élèves, il leur disait, à la fin de la formation, vous allez quitter le cours avec un bateau qui fuit encore. Il y a encore des trous dans votre bateau, là. Ouais. Donc, si vous voulez aller loin là, sur la mer, arrangez-vous pour patcher les trous, pour boucher vos trous avec les connaissances qui vous manquent. Et ça, c'est un des aspects, moi, dans ma formation, que je mets de l'avant toujours aux gens, c'est qu'on avance, on avance. Là, maintenant, vous identifiez, à mesure qu'on avance, vous identifiez les choses qui vous intéressent vraiment, puis les endroits où est-ce que vous devez après poursuivre votre formation. Parce qu'après un CDP, après une formation en permaculture, on n'est pas prêt à faire n'importe quoi. On est prêt à considérer n'importe quelle problématique, à supporter des gens, mais on est surtout prêt à aller chercher plus d'informations pour adresser notre besoin personnel, où est-ce qu'on veut aller, si on veut aider des gens, si j'ai un projet spécifique, si je veux moi-même passer à l'action dans une entreprise. C'est vraiment la manière. Puis je pense que la formation, pour adresser finalement ta question, je pense que la formation, ça va être notre manière de se rendre à de la qualité plus qu'à de la quantité. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Il y a tellement de gens qui parlent de la permaculture comme si c'était une chose tangible. Ils sont comme hey, viens dans mon jardin, viens en arrière dans ma cour arrière, viens voir ma permaculture. C'est comme non, Mm-hmm. c'est hey, viens dans ma cour arrière voir mon jardin qui a été C'est ça. inspiré par un design de permaculture. Qui a été designé, Exact. que j'ai réfléchi avec la permaculture, que je fais Exact. évoluer avec la permaculture. Non, effectivement, la permaculture, c'est pas obligé d'avoir rapport avec les plantes ou de l'agriculture comme telle. Tu peux appliquer ça à n'importe quoi. C'est comme, il y a une couple d'années, j'avais une blonde qui habitait un peu proche de la campagne, puis qui habitait proche d'un champ de maïs, puis qui avait énormément de vent qui venait du champ vers sa propriété. Puis en hiver, elle avait son stationnement, son entrée était plein de neige. Puis maintenant, elle avait perdu le contrôle. Puis elle était comme, la neige, je suis plus capable, tout ça. Puis elle chialait pas mal. Fait qu'un soir, j'ai été là, un peu en catimini, en surprise. Puis j'ai regardé le problème. Effectivement, il y avait comme 1,5 m, 2 mètres de neige dans son entrée. Elle avait complètement perdu le contrôle. Mais moi, ce que j'ai fait, j'ai étudié le problème, j'ai regardé, puis j'ai dit, comment je pourrais régler ça? Comment je pourrais prendre son problème puis le transformer en solution? Fait que j'ai pelleté toute la neige qu'il y avait dans l'entrée, puis j'ai créé un mur devant l'entrée qui était face au champ de maïs, puis que avec la direction du vent, le vent faisait que le mur arrêtait toute la neige, puis au final, grandissait le mur, puis protégeait de plus en plus l'entrée. Bon, je peux rien faire avec la neige qui tombe du ciel. J'ai toujours bien des limites à trouver des solutions. Mais pour ça, ça va vraiment régler le problème. Puis Ah ouais? il n'y avait pas de plantes, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas rien. C'était juste, à cause que j'avais appris de la permaculture, j'ai appliqué euh, mes observations, puis tout ça, mes principes de design à un problème qui n'avait aucun rapport avec l'agriculture. Puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Mhm. Puis il y a beaucoup de gens qui utilisent la permaculture aussi pour son volet, je dirais, éthique, son volet social. Moi, malheureusement, je ne suis pas quelqu'un de super éthique, mais il y a énormément de gens que la permaculture, ce qui les a attirés là-dedans, c'était le côté social. Comment qu'on peut, on a des problèmes dans un groupe, comment qu'on fait pour trouver des solutions, régler des conflits, des choses comme ça. Puis ça fait que c'est extrêmement, extrêmement large, la permaculture, par rapport à ça. Puis si, mettons, je prends un autre exemple, Mhm. juste par rapport à la valeur des choses, moi, ça m'a fait comprendre énormément la valeur des choses. Comme, mettons, j'ai essayé une année de faire pousser du soya, juste parce que je trouvais que le soya ou le tofu était quand même pas cher à l'épicerie. Fait que j'avais fait comme 1 mètre par 1 mètre de soya. Puis avec ce mètre-là, j'aurais peut-être pu faire un bloc de tofu, mais le bloc de tofu bio à l'épicerie, c'est comme 3 piastres. Mm. Moi, je te l'aurais vendu 500 piastres, mon bloc de tofu, parce que des fois, les gens, ils remarquent pas tout le travail, l'effort qui va en arrière de tout ça. La permaculture, comme je disais tantôt, c'est pas la partie, la partie qu'on, qui a de la valeur, c'est pas le jardinage. Tu sais, je vois beaucoup, beaucoup de livres, jardiner avec la permaculture, je donne un cours jardiner avec la permaculture. C'est intéressant. Les gens veulent ce savoir-là, c'est clair. Mais la permaculture a tellement plus à offrir. Puis moi, c'est ce que je trouve important
dans le travail qu'on fait en communiquant, en formant, c'est que si on veut vraiment avoir un avenir en tant qu'humanité, il faut qu'on adresse plus que l'agriculture. Il faut qu'on adresse plus que ça. Et le côté humain, pour moi, c'est souvent ce qui fait passer ou casser un projet. Euh, dans la majorité des cas, là, les projets qui ont bien fonctionné, que je vois qui fonctionnent bien dans la société présentement, là, ce qui a fait que ça a fonctionné, c'est que le côté humain a été réfléchi. Puis les projets où est-ce que ça a le moins bien fonctionné, puis je peux parler des miens même, où est-ce que des projets où est-ce que j'ai travaillé, et les projets où est-ce que c'est plus difficile, où est-ce qu'il y a plus de travail, c'est que le côté social, le côté humain n'a pas été réfléchi. Mhm. Et donc, quand tu dis, tu sais, que le côté éthique, le côté humain, c'est peut-être un côté auquel on s'intéresse moins parfois, ben c'est souvent ça qui fait que les projets foirent. Parce qu'on n'a pas designé l'humain. Moi, c'est central à mon travail, l'humain fait partie du design. Et de plus en plus, je vais limiter les projets dans lesquels je vais travailler si les gens ils veulent juste que j'arrive puis que je leur fasse juste un bel aménagement. T'sais. Allez voir une personne en aménagement paysager pour ça. Ils vont vous faire un beau plan. Ça va être plus ou moins écologique selon la personne à qui vous parlez. Moi, je veux faire aussi intégrer d'autres éléments, les éléments humains, le côté social, le côté communautaire de tout ça, le côté où est-ce qui nous permet de créer du tissu social. Parce que dans un avenir humain où la possibilité d'un effondrement, la possibilité d'un effondrement d'une partie ou d'une autre de notre société, que ce soit l'environnement, que ce soit l'économie, que ce soit les gouvernements, peu importe, on voit les signes. Il y a de nombreux signes de ça. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va survivre à tout ça? Ça va être vraiment le fait qu'on soit capable de se tenir en tant que société. Puis même s'il n'y a pas d'effondrement, ben, on va être pas mal plus heureux si on a des beaux liens communautaires, si on a des belles connexions et si on crée un beau monde. Moi, j'avais un prof, un prof que j'avais vu, il nous avait fait un genre de tableau, puis il disait, bon, effondrement, pas d'effondrement, ou genre réchauffement climatique, pas de réchauffement climatique, peu importe les catégories dans lesquelles on mettait ça. Il disait, d'un côté, on travaille fort pour améliorer notre monde, et puis si il y a un effondrement, ben on souffre moins, puis on a un monde plus agréable pour survivre. Et s'il n'y en a pas, ben on a juste créé un plus beau monde, un monde plus égal, un monde où est-ce qu'il va y avoir une meilleure qualité d'air et tout ça, puis on est quand même positif. Donc, dans tous les cas, peu importe que les gens croient, que les gens soient aient comme vision du futur, que ça s'effondre, que ça continue comme c'est là, peu importe, tout le monde gagne à mieux adresser les problèmes qu'on vit présentement, à mieux produire nos aliments, à mieux habiter le territoire et puis à mieux travailler ensemble en tant que culture. Exactement, je suis d'accord avec toi que tout le monde devrait quand même travailler ensemble, tout ça. Comme un exemple, tantôt on parlait d'éthique, puis on parlait de permaculture plus sociale. Moi, même si je suis pas là-dedans, c'est extrêmement bon qu'il y ait des gens qui soient là-dedans. Moi, je vais donner un exemple, quand la pandémie a commencé, pendant que tout le monde avait peur de tousser ou peu importe, moi, avec mon radar de permaculture, j'ai essayé de regarder c'était quoi les plus grosses distorsions qu'il y avait à ce moment-là. Puis définitivement, les plus grosses distorsions étaient dans l'économie, dans tout ce qui se passait dans l'économie, puis dans l'économie mondiale, en fait. Fait que j'ai délaissé les plantes pendant quasiment 2 ans, puis j'ai commencé à étudier assez profondément toute l'économie globale, puis comment ça se balance, tout ça, ce qui est extrêmement intéressant. Ça m'a donné une très belle corde à mon arc, une nouvelle corde à mon arc, je dirais, qui m'a permis de comprendre énormément de choses. Puis encore là, je le dois à la permaculture, cette espèce de désir, cette curiosité-là de vouloir comprendre le pattern des choses comme telles. Mais c'est ça, chaque personne a leur force, ont leur faiblesse. Comme moi, je suis certain que tu es beaucoup, beaucoup plus technique que moi, ayant étudié en agronomie. Moi, je suis plus comme quelqu'un d'autodidacte, donc j'ai quand même fait le cours de Jeff Lawton et de Bill Mollison sur DVD, le 72 heures théorique au tableau, qui est un peu emmerdant, mais je l'ai fait au complet. Mais je suis moins officiel, disons, technique. Je suis certain que si, mettons, on avait à planter des carottes, tu planterais des carottes
probablement beaucoup mieux que moi. Ouais, mais je vais te dire sincèrement, c'est pas autant que je suis technique, c'est que j'aime ça mettre l'emphase sur les meilleures solutions. Et puis, dans certains cas, si on n'a pas comme moi, j'ai pas de succès avec les brocolis et les choux-fleurs. C'est pas facile. Ben, ma solution, c'est que j'en fais pas pousser, puis j'en achète de gens qui sont bons pour le faire. Oui. Ça, là, c'est être pragmatique. Moi, je suis pas technique autant que très pragmatique. J'aime ça regarder les problèmes avec un esprit posé, réfléchir à ça. Bon, il y en a qui vont pousser ça des fois à la procrastination. C'est autre chose. Moi, j'aime ça réfléchir, penser aux problématiques, regarder, aller chercher de l'information, puis arriver avec des solutions qui me semblent être appropriées. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire avec humilité. Je suis aussi tout autant capable de me tromper que n'importe quelle autre personne quand il s'agit de sujets que je connais à moins encore plus. Mais je vais quand même faire un maximum de travail pour arriver à quelque chose qui a du sens, qui est cohérent. Puis ça, c'est une des notions les plus importantes pour moi, c'est de dire, OK, ben, on travaille très fort aujourd'hui, dans le moment présent, à réaliser des projets qui, peut-être, dans 10 ans, on va avoir appris plein de nouvelles choses, puis on va se dire, oh my God, pourquoi j'ai fait ça comme ça? Oui, mais on l'a fait avec les meilleures connaissances qu'on avait sur le moment, puis on l'a fait avec l'intention d'apprendre. Moi, je dis que tout en permaculture, jusqu'à un certain point, est de l'expérimentation. On est tout le temps en train d'expérimenter un petit peu. On est tout le temps en train de tester des nouvelles choses, de tester des nouveaux cultivars, de tester des nouvelles manières de faire. On nous parle d'économie circulaire. Ah, ben, j'ai envie de démarrer une entreprise, moi. Comment je peux me brancher là-dessus, là, cette affaire-là d'économie circulaire? Ah, il y a des agents de connexion, de connexion dans certaines communautés maintenant. Ils cherchent, OK, ben toi, tu as tel déchet, ben ça pourrait te servir à quelqu'un d'autre. Ça existe pour vrai aujourd'hui, là, dans notre monde où est-ce qu'on est là. Il y a des gens qui sont comme, ah, moi, je connecte les gens pour que on travaille sur cette idée-là d'économie circulaire. Là, c'est même plus des idées de licorne. Là. Tu sais, on se faisait dire ça il y a quelques années de ça, là, que ça marchera jamais ton affaire, ça n'a pas de sens. Non, c'est très concret. Il y a des gens qui réalisent ça maintenant. Et c'est pour ça que moi, je suis vraiment pragmatique. Je regarde des problématiques. Je veux aller de l'avant avec des solutions qui sont concrètes tout en étant prête à apprendre et à avancer, puis à faire preuve d'humilité à travers tout ça. En fait, moi, je trouve que quand le monde dise ah, c'est un projet de licorne, oublie ça, ça marchera jamais, moi, tout de suite, ça allume une grosse lumière verte dans ma tête. Puis ça fait comme ding, OK, faut que je l'essaye. Il faut absolument, absolument que je l'essaye. J'aime beaucoup expérimenter. Puis chaque fois que quelqu'un me dit que quelque chose est impossible, faut que je le fasse. Faut que je le fasse absolument. Parce que les gens, souvent, ils partent avec une pensée. Des fois, c'est une vieille pensée, des us et coutumes, des trucs de grand-mère qui sont parfois erronés ou une pensée qui est un peu plus simple ou fermée. Donc, moi, ça me donne le goût d'expérimenter. En fait, c'est ça, c'est que moi, j'aime beaucoup l'expérimentation. Chaque fois que je peux expérimenter quelque chose, je le fais. Par contre, ça veut aussi dire que je suis le champion de m'être planté. Je me suis planté tellement de fois dans ma vie à avoir essayé des affaires, mais tu apprends beaucoup, comme par exemple, à mon terrain en campagne, je voulais faire une clôture avec du saule. Fait que j'avais fait des boutures de saule, mais j'avais pas fait comme 20 boutures de saule juste pour essayer, pour voir si, tu sais, non. J'en ai fait comme 2000 pendant des semaines. Chaque soir, je coupais mes boutures, puis là, je plantais ça au pic. J'avais comme 1 kilomètre de périmètre à planter, puis je l'ai tout fait. Mais j'ai fait ça en août, pendant une canicule. J'ai comme pas, j'avais pas réfléchi, j'avais pas assez de temps non plus, j'avais trop d'affaires ouvertes. J'étais pas capable de toutes les faire survivre, fait que j'ai perdu à peu près 98% de tout ce que j'ai planté. Fait que ça fait mal, mais quand ça fait mal en dedans, là, les émotions, puis t'apprends. Maudit que t'apprends tellement vite. Puis ça, s'il y a une chose que j'aimerais comme partager aux gens, à leur dire qu'ils devraient faire, c'est expérimenter, essayer des affaires, plantez-vous, puis après ça, vous allez tellement grandir en dedans. Moi, je trouve ça, c'est une des meilleures qualités, je trouve, pour entrer dans le monde de la permaculture ou commencer à essayer d'apprendre la permaculture. Il faut être prêt. Il faut être prêt à faire des erreurs, mais le truc, le secret ultime, secret de permaculteur professionnel, faites pas les mêmes erreurs que les autres. Faites vos propres erreurs.
Puis ça, c'est important. Tu sais, comme le soul, ben, c'est ton erreur, tu l'as vécu, tu ne referas plus jamais ça, mais il est fort probable qu'en quelque part, dans tes recherches, en regardant un peu le timing de plantation et tout ça, tu aurais pu réduire les chances de perdre. La canicule, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Il y a des choses qu'on n'a pas de contrôle. Mais on essaie de réduire au minimum nos chances d'erreur en regardant ce que d'autres ont acquis comme information, en faisant un peu de recherche spécifique, en voyant ce que d'autres personnes ont vécu. C'est comme un peu le processus de la permaculture. Éviter des erreurs des autres, puis ça, c'est un de mes rôles, moi, en tant que formateur, c'est de parler de tous ces dangers-là. Je parle aussi beaucoup des erreurs de type 1. Les erreurs de type 1 qui sont, Bill Mollison parlait souvent de ça, c'est les erreurs qu'on fait au début d'un projet, puis qui nous hantent tout au long du projet, comme mettre notre maison au mauvais endroit en plein vent. Où est-ce que ça nous coûte le double de chauffage, mal orienter notre maison, mettre un bassin qui met en danger une partie du terrain s'il déborde, pas avoir mis trop plein sur un bassin, planter un arbre à un endroit où est-ce qu'on va devoir passer plus tard pour venir aménager le reste du terrain, puis il faut venir le couper ou le contourner. Toutes ces choses-là, là, c'est toutes des erreurs de type 1, puis ça, c'est les erreurs qui coûtent le plus cher, qui font le plus mal, qui sont les plus souffrantes, puis qui nous font faire d'autres erreurs par la suite parce qu'on investit encore pour régler le problème, c'est plus faisable parce qu'on a tellement investi dans contourner le problème que le problème fait partie maintenant du design puis on ne peut plus rien faire. Là. Il est comme central, puis toutes nos stratégies tournent autour d'éviter de vivre cette problématique-là. Donc, si on évite les problèmes de type 1, c'est souvent lié à l'eau, c'est souvent lié à des éléments permanents qu'on met en place. Donc, on revient à notre mantra de base, eau, accès, structure. Donc, on commence par gérer l'eau adéquatement, on la comprend, on la gère, on l'amène là où on a besoin, on draine si on a besoin, ce genre de choses-là. Ensuite, on pense à tous nos accès, comment on va irriguer avec notre énergie, avec nos ressources, le terrain. Puis ça va évidemment en fonction de l'eau. Et ça va être aussi influencer les structures, tout ce qui est structurel, les maisons, les bâtiments, mais aussi les grosses plates-bandes, les murs, ce genre de choses-là. Et quand on suit cette philosophie-là, ce mantra-là, ben on s'économise beaucoup de problèmes de type 1 et autres. Oui, exactement. Je suis tellement d'accord. C'est comme je vais donner un exemple. Il y avait un gars ici au Mexique, il y avait un projet d'éco-village. Moi, je n'appellerais pas ça un éco-village, mais c'était quelqu'un qui avait un projet qui était en 3 phases. Sa première phase était de construire c'est comme une vingtaine de maisons résidentielles en plein milieu de nulle part pour avoir de l'argent. Évidemment, c'était toutes des maisons qui étaient en pré-vente, fait que lui, il voulait avoir l'argent de ça. Ça, c'était la phase 1 de son projet. La phase 2, c'était après ça, au nord, d'avoir toute la section commerciale. Tu mets un petit magasin ici, de ça, juste comme OK. Puis après ça, sa troisième phase, c'était de faire un lac, une forêt nourricière. Puis fait que là, je l'écoutais parler, puis j'ai dit, man, tu fais tout ton projet à l'envers, ce que tu parlais tantôt de l'eau. Il a tout fait à l'envers. Il a commencé par ses maisons par rapport. Il a fait une affaire commerciale complètement détachée. Puis après ça, plus tard, il est rentré avec des bulldozers pour faire des lacs, tout ça. Il faut que tu commences par le design de ton eau, de ton terrain, la topographie, tout ça. Après ça, tu commences, ça va être quoi le centre d'activité, tout ça, ça va être plus c'est comme un centre-ville. Puis après ça, tu t'étends de là, puis tu fais tes résidences. Fait qu'il a vraiment tout fait ça à l'envers. Puis ça, c'est juste à cause qu'il voulait de l'argent au début. Puis la majorité des gens, ils partent leur projet avec ça, avec l'économie, avec l'argent premier. Puis moi, je trouve que c'est une erreur absolument dramatique à faire dans ce genre de projet-là. Mais les gens manquent souvent un petit peu d'éducation par rapport à comment ils devraient faire ça. En fait, ils pensent qu'ils savent c'est quoi la chose la plus importante. Ils veulent un projet rentable, des investissements pour les gens. Ouais. Au final, OK, peut-être les maisons vont se rendre là, ton centre commercial va être là, ton petit lac, mais habiter dans cet éco-village-là,
Ça sera pas le fun. L'expérience va être pourrie. Tu vas aller acheter du pain, il faut que tu marches 10 minutes au nord pour aller acheter de quoi. Après ça, tu vas aller te détendre. Il n'y a rien qui est connecté ensemble. Ça manque de connectivité. Puis ça, je trouve ça vraiment plate. C'est juste du monde qui voulait faire un projet puis qui voulait partir Ben, avec ton c'est argent. failure in design. C'est failure in design. C'est un échec de la réflexion, de, d'une réflexion cohérente. C'est de ça qu'on parle. Qu'on appelle ça de la permaculture ou autre chose, parce que la permaculture n'a certainement pas le monopole sur le bon design. Là. Il y a d'autres stratégies, d'autres manières de faire. En urbanisme, il y a des très bonnes stratégies, il y en a des très mauvaises aussi. T'sais. Oh, que oui, il y a tellement, tellement de conneries qui se font en urbanisme. Hey, écoute, Wen, moi je vois le temps qui avance, puis avant de se quitter, j'aimerais ça que tu prennes une couple de minutes pour expliquer aux gens ton cours qui s'en vient, ton cours de permaculture qui s'en vient le 6 décembre, que tu puisses donner des détails supplémentaires aux gens, parce que 6 décembre, ça s'en vient pour que les gens puissent s'inscrire. Hein. Speech de vente. Dans le fond, le CDP qui s'en vient le 6 décembre commence, c'est un premier cours le mercredi, mais ceux qui sont intéressés, si vous êtes intéressés plus tard, vous pouvez avoir des accès, mais le cours commence officiellement le 6 décembre avec une introduction, on commence à se connaître et tout ça à ce moment-là. Et le cours dure 5 mois. C'est 5 mois à temps partiel. On a un week-end par mois de formation. Le samedi, toute la journée. Le dimanche, une demi-journée. Et on a des mercredis, 14 mercredis soirs où est-ce qu'on se rencontre. Entre-temps, vous avez 10 à 15 exercices selon votre bon vouloir et votre intérêt pour les faire, des exercices de design qui développent vos aptitudes. On a des visites virtuelles enregistrées en vidéo, préenregistrées. Et ceux qui sont intéressés aussi, quand l'été va arriver, ben, vous allez pouvoir visiter en personne avec le groupe d'été, si vous voulez aller faire un tour. La formation, il y a un cahier de formation de plus de 150 pages qui vient avec le cours et il y a évidemment un livre que vous devez acheter. Il y a une grande partie de la notion qui est passée par lecture. Après ça, on en discute, on jase, on adresse vos questions, votre réalité, vos problématiques. Donc, c'est un genre de cours inversé, semi-inversé, où est-ce que vous avez une partie des notions qui sont transmises sous forme de rencontre, une partie qui est transmise sous forme de vidéo et de lecture. Et puis tout le reste du temps, bien, on jase, on discute, on parle de toutes les choses, je réponds à vos questions. Il y a vraiment une grande partie interactive. Il y a plein de petits exercices aussi en direct. On fait ça avec Zoom, fait que on peut quand même faire un paquet de choses, aller en petits groupes, en petits sous-groupes aussi, discuter certains sujets. C'est vraiment le fun. Et tu sais, j'ai commencé avec la pandémie à donner mes cours 100% en ligne. Et c'est juste tellement plus facile pour les gens. J'ai eu des gens en France, j'ai eu des gens en Belgique qui ont fait ma formation parce que tout est enregistré et tout est disponible en ligne à vie, autant que Facebook existe sous la forme qui existe présentement. Donc, vous avez accès à votre formation sur le long terme. Vous pouvez rater un week-end, puis vous avez accès aux enregistrements. Et à la fin, bien, il y a un gros projet, comme dans toutes les CDP, les PDC, comme on dit en anglais. Un gros projet où est-ce que là, vous mettez ensemble, c'est un projet synthèse, vous mettez ensemble tout ce que vous avez acquis pour vraiment démontrer votre mode de réflexion à ce stade. Excellent. En tout cas, hey, Wen, ça m'a fait extrêmement plaisir de te parler aujourd'hui puis de t'avoir. C'était une super belle expérience. En plus, c'était la première fois que je te parlais live 1 à 1. Donc, vraiment une super belle énergie, une belle personne que j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir aujourd'hui. Fait que, hey, au plaisir de faire ça très, très bientôt, mon ami. Certain, merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Puis c'était très agréable de jaser avec toi, mon cher. Hey, ça m'a fait grandement plaisir. Ciao. Salut tout le monde.